Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Espace Éco sur Sika. Bienvenue à tous. L'Afrique a connu entre 1960 et 2014 une certaine transition démographique. Le taux de mortalité très élevé a reculé pendant que le taux de fécondité, lui, est resté élevé, soit 4,7 enfants par femme. Et selon les estimations des Nations Unies, un quart de la population mondiale vivra sur le continent africain d'ici 2050. La population totale de l'Afrique pendant ce temps, qui s'élevait à 1,2 milliard de personnes en 2015, devrait passer à 1,6 milliard en 2030 et 3 milliards en 2065. Diversement interprété, d'aucuns pensent que cette démographie galopante constitue un handicap pour la lutte contre la pauvreté, pendant que d'autres estiment qu'avec une bonne anticipation, le dividende démographique de l'Afrique devrait représenter un énorme potentiel pour le développement économique. Si certaines régions du monde, notamment l'Asie, ont pu profiter de leur transition pour accélérer leur croissance et tirer parti de leur dividende démographique, l'Afrique pourrait-il à son tour relever ce défi? Eh bien, la discussion, on la mènera avec vous, Nukpo Agossou. Bonjour. Bonjour, le journaliste. Professeur titulaire de géographie, vous êtes également spécialiste en aménagement régional et développement économique. Professeur Nukpo Agossou, bienvenue. Merci. Nous accueillons également le professeur Simon Narcisse Tometi. Bonjour. Bonjour. Géographe institutionnaliste, vous êtes également territorialiste du développement. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, il sera principalement question d'analyser les indicateurs disponibles pour comprendre si l'Afrique pourrait ou non réussir son dividende démographique. Mais déjà, pour permettre à tout le monde de comprendre, dites-nous, professeur Tometi, qu'est-ce que c'est que le dividende démographique? Merci beaucoup. Par dividende démographique, il faut entendre un ensemble de possibilités de croissance économique imputable sur le plan théorique, d'abord, à deux déterminants. Okay. Le premier déterminant, c'est l'accroissement de la population active. Deuxième déterminant, c'est la diminution de la mortalité et de la fécondité. Alors, qui dit diminution de la fécondité et de la natalité et baisse de la mortalité, forcément, parle d'une approche multisectorielle. Donc, on ne saurait traiter de la question du dividende démographique sans parler de l'éducation nationale, sans parler de la santé de la mère et de l'enfant, et sans parler de l'emploi, comme une approche multisectorielle. Je m'en tiens cela pour le moment, tout en considérant qu'il y a bien d'autres déterminants pour donner plus de précision concernant la notion de dividende démographique. Professeur Nukpo Agossou, vous avez certainement quelque chose à apporter. Oui. Globalement, je pourrais dire que c'est une modification, une croissance économique, comme il a signalé, mais provoquée ou bien résultant d'une modification de la structure démographique. Et il a donné quelques éléments de cette structure démographique. Donc, globalement, c'est une modification de la structure démographique et cette modification-là entraîne une croissance économique et cette croissance, maintenant, vient de la baisse de la natalité, la baisse conséquente aussi de la mortalité et de la baisse de l'indice synthétique de fécondité. L'indice synthétique de fécondité étant défini comme étant le nombre théorique, disons, qu'est susceptible d'avoir une femme en âge de procréer entre 16 ans et 44-45 ans. C'est cela qui entraîne donc le dividende démographique. Oui. Alors, selon ce qui se dit dans les milieux économiques, pour qu'une région réussisse
finalement ce dividende démographique, il faut que l'on réduise cette natalité, ce taux de natalité. Mais il se fait que l'Afrique est restée à un niveau élevé ces dernières années. Qu'est-ce qui explique cette situation? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, quand vous prenez tous nos ministères, vous avez une direction des études de la prospective. Tout à l'heure, vous avez parlé d'anticipation. La capacité d'anticipation, quels que soient les secteurs considérés, reste très faible d'une manière générale en Afrique et particulièrement au Bénin. Vous voyez, dans tous nos ministères, dans toutes nos structures, vous avez le mot prospective qui est amplement utilisé sans contenu. Donc, quelle est la capacité d'anticipation que nous avons? Est-ce que nos politiques nationales sont conçues dans une optique d'anticipation? Non. Donc, le temps de développement pour nombre de pays africains, ça ne dépasse pas 5 ans. Et on nous dit que d'ici à 2000, comme vous avez dit, 2065, l'Afrique sera à 3 milliards d'habitants. Je regardais les chiffres concernant le Bénin et je constate que le Bénin, par exemple, en 2030, serait à un taux de fécondité de 3,7 enfants par femme en 2030, contre en 2015 à 4,9 enfants. Ça veut dire quoi concrètement? Le niveau de maîtrise de la natalité reste très faible. Et quand vous allez en milieu rural, vous constatez le phénomène qu'on continue de faire encore beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard technologique. Il y a l'école qui est en panne. Donc, l'accès même au support de production économique diminue du fait de la pression démographique. Donc, quand on est en situation de survie, avec un système éducatif qui est en panne, on ne maîtrise pas la natalité. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à cette précision-là, c'est qu'il y a d'autres déterminants qu'il faille prendre en considération pour bien comprendre la notion et les enjeux du dividende démographique. Nous avons parlé de l'accroissement de la population active, donc la population en âge de travailler, la réduction de la population inactive. Mais à ce niveau, vous savez, pratiquement tous les ans, on déverse sur les trottoirs au Bénin autour de 130 000 à 150 jeunes diplômés, tant des filières du niveau secondaire qu'universitaire. Et quand vous prenez les universités publiques au Bénin, nous sommes autour de 125 000 étudiants, plus la moitié du secteur privé, dont nous sommes autour de 185 000 étudiants. Mais quel est l'avenir de ces jeunes étudiants? Sur ces 180 000 et quelques, l'État n'est pas en mesure d'embaucher même 5%. Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, là, le raisonnement qu'on doit avoir, le débat qu'on peut avoir sur les opportunités ou les possibilités d'emploi, ce n'est pas dans le public. Alors que nous ne faisons pas grand-chose pour promouvoir les emplois dans le secteur privé et même les territorialiser. Troisième dimension, l'emploi est étroitement lié à la qualification de la main-d'œuvre. Et quand vous regardez dans la plupart de nos pays africains, on a très peu, le tissu industriel encore très faible. Donc, les écoles professionnelles aussi sont sous-équipées, ce qui fait que partout en Afrique, surtout francophone, on est confronté à un sérieux problème de la qualification de la main-d'œuvre. On va certainement revenir à cette dimension, professeur Tometi. Professeur Noupo, comment vous l'expliquez, le fait que la natalité moyenne baisse partout dans le monde, mais pas en Afrique? Bon, la natalité baisse. Ce qui s'observe, ce qui est observé de façon générale, c'est que la natalité, comme la mortalité, baisse dans les pays qui ont résolu d'aller au développement. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Afrique n'est pas résolue à aller à un développement. On connaît l'ouvrage de Axel Kabou,
et si l'Afrique refusait le développement. Je ne voudrais pas aller jusqu'à ce point, mais manifestement, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience de tout ce qu'on appelle les enjeux du développement. Alors, mais avant d'aller plus loin, je voudrais, pour que nous fixions bien les idées, moi, retenir les facteurs du dividende démographique, globalement. Et puis après, nous allons peut-être revenir sur chacun des éléments. Nous avons parlé de la structure de la population. Ça, c'est le premier élément. Et donc, on avait dit tout à l'heure que c'est sa modification qui est susceptible, ou bien qui entraîne, n'est-ce pas, ce dividende démographique. Ensuite, je pense qu'il est important, on en a parlé un peu, de l'éducation, de façon générale, et de la formation en particulier. Mais quand on parle de l'éducation, il faudrait savoir quelle est la nature, quel est le genre d'éducation, n'est-ce pas, et pour lequel nous avons opté au Bénin. Parce que en observant la structure de notre système éducatif, on se rend compte que il y a plus de 95% des enfants d'âge scolarisés dans ce que je peux appeler le secteur classique. Par contre, les formations techniques qui sont susceptibles d'apporter directement ou plus directement de plus-value sont minorisées complètement. Vous avez peut-être 10 000 collèges d'enseignement général. Mais, et peut-être, pour prendre l'exemple de l'agriculture, nous avons une dizaine de lycées techniques agricoles à travers tout le Bénin. Pourtant, on sait que notre économie est basée essentiellement sur l'agriculture. Est-ce que, raisonnablement parlant, objectivement, on peut, avec ce nombre insignifiant de structures d'enseignement technique agricole, prétendre aller au développement de notre agriculture, autrement dit à notre développement économique. On peut toujours revenir là-dessus tout à l'heure. Ensuite, en dehors de l'éducation, il y a la santé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a, selon les chiffres que j'ai pu obtenir, on a environ un médecin pour 6 379 habitants, ce qui est ridiculeusement bas. Alors, mais ce n'est pas qu'on ne forme pas des médecins dans ce pays. Au contraire, on en forme beaucoup. Mais que deviennent ces médecins? Il est bien connu que le nombre de médecins béninois à Paris est plus élevé que le nombre total de médecins résidant au Bénin. Sarkozy l'a dit lors de son discours à Cotonou, pendant qu'il avait rendu visite à notre pays. Donc, la question de la santé doit être revue. Donc, ensuite, quatrième élément, notre économie, la structure de notre économie. Je crois qu'on va revenir en détail là-dessus. Et enfin, je pense que l'élément de base aussi doit être vu à travers la gouvernance que nous faisons. Le genre de gouvernance qui prévaut dans notre pays depuis les indépendances. Voilà les points sur lesquels j'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure. Finalement, quand je vous entends, est-ce que finalement on ne donnerait pas raison à cette personne qui pense que notre démographie galopante constitue un handicap pour la lutte contre la pauvreté et un handicap pour le développement de nos pays en Afrique? Professeur, quand le président français l'a dit en juillet 2017, si j'ai bonne mémoire, il y a eu levée de boucliers un peu partout. Mais finalement, quand je suis vos démonstrations, est-ce que finalement, ils n'ont pas quelque part raison? Non, ils ont raison. Et en même temps, ils ont tort. Ils ont raison en ce sens que ce qui crée la croissance économique, c'est la productivité de l'homme qualifié. Et ça, nous l'avons très peu. Là où ils ont tort, c'est via les multinationales. Les sociétés multinationales qui viennent prendre en otage nos systèmes économiques, nous imposent des modèles de consommation qui nous obligent à importer des choses que nous pouvons produire sur place. Donc, en termes de structure économique,
nous devrions revoir nos modèles de production, nos systèmes de production. Regardez tout l'effort qu'on déploie pour produire du coton. Est-ce qu'on déploie le même effort pour produire du riz, du maïs, des ignames? Et faites le tour de la ville de Cotonou, vous allez voir le nombre de magasins destinés à accueillir du riz importé des pays d'Asie. En même temps, le Bénin tourne autour de 400 000 tonnes de riz. Et on se demande, ce riz va où? Donc, la politique nationale en matière d'importation, d'exportation détermine aussi la croissance économique, donc le dividende démographique. Un État qui délivre de façon anarchique des licences d'importation de produits de substitution aux produits nationaux, cet État fabrique de jeunes diplômés sans emploi, de jeunes en âge de travailler qui n'auront pas d'emploi. Donc nous devrions repenser notre système d'insertion dans la mondialisation économique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut un minimum de patriotisme économique au niveau de nos gouvernants. Et on ne peut plus continuer par délivrer des licences anarchiques, par exemple, pour le riz, pour les huiles. Tout ça, ça se produit dans ce pays. Mais on n'en produit pas assez, dans beaucoup de pays en Afrique. Au Bénin, on en produit assez. Et le potentiel est encore énorme. Vous prenez le Mali. Le Mali seul peut produire du riz et nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on n'investit pas dans la production du riz à partir des basses vallées du fleuve Niger? Le potentiel est là. Pourquoi on ne choisit pas? Regardez même la filière coton. Mais pourquoi on ne transforme pas sur place le coton pour fabriquer des vêtements comme on le faisait à une certaine époque dans ce pays? Donc nous sommes encore dans une production du cru. Et ça alimente la lutte contre le chômage dans les pays industrialisés. Parce que les usines là-bas, transformant nos matières premières, donnent du boulot à la jeunesse de ces pays. Donc, si on veut parler de dividende démographique, il faut aller vers ce qu'on appelle la domestication des chaînes de valeur. Il faut transformer le maximum de choses dans nos pays et mettre en valeur les potentialités agroécologiques de chaque milieu. Et ce potentiel existe. Nous avons les meilleures terres arables du monde. Donc l'Afrique peut se nourrir. Et des gens mal nourris ne peuvent pas constituer une force de travail. Et ça, nous avons un défi à relever. Un autre aspect très important, c'est que nous avons des métiers de bouche. C'est-à-dire, c'est le métier des parleurs, quoi. On parle, y compris géographie, histoire, philosophie, lettres modernes, tout ce que vous voulez, là. Et vous avez très peu de corps de métier débouchant sur les métiers pratiques. Et je suis d'accord avec le professeur quand il disait tout à l'heure que le nombre de lycées ou collèges agricoles est insuffisant. Tu vois, c'est pas gênant que puisque la base de l'économie dans notre pays est agricole, que nous ayons, sauf Cotonou, 77 écoles d'agriculture. Qu'on ait une véritable université agricole, même 2 universités agricoles pour le Nord, une pour le Sud, mais bien équipées. Et en dehors de ça, il faut mettre de l'argent dans la recherche-développement. Sans innovation, vous ne pouvez pas avoir la croissance économique. Et la recherche reste encore le parent pauvre. En Afrique. Alors, ce que le professeur Tometi voudrait dire, c'est qu'on n'exploite pas assez la population active, cette population disponible, mais qu'on ne l'exploite pas assez, ce qui redevient un poids mort pour nos pays, ce qui crée beaucoup plus la pauvreté, professeur Noupo. Tout à fait. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais faire un lien structurel entre éducation et santé, et donc démographie. C'est prouvé que, de façon générale, bien sûr, peut-être qu'il existe des exceptions, mais plus le niveau d'éducation est élevé ou a tendance à s'élever, et plus la natalité est faible. La natalité commence à baisser. Et en revanche, la mortalité également baisse. Parce que celui qui est allé à l'école,
qui est éduqué ou est fortement éduqué, il sait qu'il n'a plus le temps le temps pour s'occuper des enfants tout le temps. Et donc, il diminue le rythme de croissance démographique. De la même manière, lorsque la santé s'améliore, la femme a plus de temps pour se consacrer à d'autres activités. Bien sûr. Bien. Et est-ce que maintenant la démographie constitue un handicap pour le développement? Finalement. On ne peut pas l'affirmer de façon absolue. C'est à nuancer. En ce sens que, dans tous les cas, on a besoin de main-d'œuvre pour faire tourner les usines, pour faire fonctionner une économie. Par conséquent, une population vieillissante n'est pas nécessairement à rechercher. On l'a vu avec l'exemple de l'Allemagne, qui est obligée de faire appel à l'immigration massive. On l'a vu avec la Chine aussi est en train de revenir d'une certaine manière à sa politique d'un enfant par ménage. Parce que sa population a commencé à vieillir et de façon inquiétante. Bon, pour dire que tout est question de vision et de choix politiques et économiques. Il y a une adéquation à faire entre une certaine croissance démographique et le développement économique. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Bien. Ensuite, en ce qui concerne la situation de notre économie, bon, aujourd'hui, notre agriculture, pour plus de 95% de ces produits... Vous êtes en train de donner les données du Bénin. Oui, le Bénin. Oui. Je ramène ça plus spécifiquement au Bénin. La production agricole, en dehors des vivres, 95% de nos produits sont exportés bruts. Que ce soit le coton, l'anacarde, l'ananas, l'anacarde, enfin j'ai déjà dit ça, et le karité et tout ça, ce sont les chiffres de l'INSAE des dernières années. Donc, à 95%, on ne peut pas développer une économie. Mais pourquoi ne pas... on a un objectif de plus de 400 000 tonnes de coton. Mais pendant ce temps, j'ai mis ici que le Bénin est devenu par excellence le pays du prêt-à-porter. Nous sommes entièrement dans le prêt-à-porter, dans tous les secteurs. Prêt-à-porter ou bien nous consommons étrangers, essentiellement. On ne valorise pas nos propres productions. Prenez par exemple le coton, puisqu'on y est. Quel pourcentage est-ce que nous transformons sur place au Bénin? À peine 5. Or, en créant des usines de transformation, de valorisation, on peut habiller tout ce qui est militaire, gendarme, de façon autoritaire. L'État peut imposer les tenues dans nos produits à ces gens-là. De la même manière, les scolaires et universitaires. Dans le public, tout le monde est en kaki. Mais tout le kaki est importé, ainsi de suite. Même ce que nous appelons tissu africain. Mais ça, c'est une moquerie. Parce qu'il n'y a pas de tissu africain en tant que tel. Les super wax et autres, là, les différentes qualités, là, sont hollandais. Alors, et ça nous coûte énormément. Autrement dit, nous exportons nos richesses et nous importons de la pauvreté. Alors, vous l'avez souligné tout à l'heure, oui, dans un contexte où on a besoin de main-d'œuvre pour produire assez... de main-d'œuvre qualifiée, que nous ne formons pas. Puisque, on l'a dit, l'essentiel de nos diplômés sortent des facultés classiques. Voilà. Dans un contexte où on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour produire assez, oui, la démographie africaine à l'étape actuelle ne saurait être un handicap pour le développement. Mais il se fait que nos pays ne sont pas, pour l'instant, industrialisés. Dans ce cas, est-ce que cela ne constitue pas quand même un problème? Non, il faut l'avouer, la démographie constitue un gros problème pour le moment. Parce que vous avez des gens
à l'âge de 40 ans, n'ont pas encore eu leur premier emploi. Non pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir créer une entreprise. Deuxième chose, on ne leur a jamais appris ce qu'est l'entreprise. Comment on prend le risque pour aller vers l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas appris cela. Donc il faut démolir le système éducatif actuel, qui n'est pas du tout un système éducatif basé sur le développement, mais basé sur la production de diplômés. Donc il faut démolir ce système, mais pour le démolir, il faut avoir des enseignants capables d'enseigner ce qu'est l'entrepreneuriat, d'enseigner ce qu'est l'industrie. Et nous n'avons pas ça actuellement. Un autre aspect très important et qui gêne dans beaucoup de pays africains, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur le modèle économique de la plupart des pays africains. Au Bénin, ici, là, quand on me demande quel est le modèle économique que nous suivons, je suis incapable de vous donner une réponse. Ça veut dire que nous devrions investir dans la prospective. La prospective, c'est-à-dire le devenir d'une nation. Quel va être le devenir de la nation béninoise ou bien du continent africain à l'horizon 2050 sur le plan économique? Quels sont nos modèles économiques? Donc, quand je dis modèle économique, il y a deux éléments déterminants. Sur quoi doit-on mettre l'emphase pour accélérer la production économique? Alors, comment nous voulons consommer? Quel type de consommation? Pour entretenir un pouvoir d'achat qui permet aux pauvres de consommer de la qualité, de la quantité. Mais tous nos programmes objectifs du millénaire pour le développement, on ne peut pas appeler ces programmes-là des programmes de défi de développement du continent africain. Non, l'Union africaine doit remobiliser encore les Africains autour des grands défis économiques. Et il ne suffit pas de construire quelques infrastructures et dire que l'Afrique se développe. C'est faux. La route peut passer sans que le développement ne soit au rendez-vous, quoi. Donc moi, j'insiste encore là-dessus. Il faudrait que les ratios que donnait le professeur, surtout en matière de santé, qu'on respecte les ratios médecins-population, les ratios au niveau des écoles. Il faudrait qu'on ait de bons enseignants. Donc, et le ratio d'encadrement au niveau des écoles, que ce soit bien, qu'il y ait une refonte des programmes, qu'on enseigne déjà dès le cours primaire ce qu'est la citoyenneté. On n'a plus de citoyens. Vous voyez, il faut produire des citoyens. Donc, le citoyen dont on parle n'est pas seulement le citoyen capable de produire, mais il doit pouvoir produire avec une certaine mentalité qui démontre qu'il aime son pays, qu'il aime consommer les produits de son pays, qu'il est fier de porter bomba et pas tout le temps dans un schéma exotique. Vous voyez. Et que quand je vais sur le marché aussi, bien sûr, je veux consommer de la qualité. Mais que j'ai une préférence vers les produits de mon pays avant de penser aux pays qui viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas encore cette culture et nos gouvernants eux-mêmes n'ont pas cette culture-là. Et ils ont une culture très extravertie. Vous voyez, tout le temps on vous dira on n'a pas d'experts. Hein? Et on s'en va nous chercher des experts d'ailleurs. Ils viennent, d'accord, ils ont la technique, mais ils n'ont pas la culture. Donc, pour qu'un pays se développe, il faut commencer d'abord par travailler sur ses référentiels culturels. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'on doit rendre le marché de l'emploi assez dynamique. Absolument. Oui. Pour rendre le marché de l'emploi dynamique, il faut former les gens, n'est-ce pas? Et moi, je reviens toujours sur la production agricole. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la base de notre développement. Le développement des ressources matérielles doit partir de là. Tout le reste peut s'arrimer autour de l'agriculture. Les statistiques nous donnent 322 000 hectares de terre propices à la culture du riz. Rien que pour la culture du riz, où on n'aura pas besoin d'apports particuliers. Au Bénin? Oui, au Bénin. Je focalise sur le Bénin. Oui. 322 000 hectares de vallées, etc. Bon, nous parlons beaucoup des riches terres de la vallée du fleuve, de la basse vallée du fleuve Ouémé. Jusqu'ici, qu'est-ce que nous en avons fait? Il faut aller voir les cimetières de carcasses d'engins qui sont complètement rouillés par-ci, par-là, à Djomou, etc. Bon, donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que il faut savoir
quel est le modèle de développement que nous voulons et dans quel secteur mettre l'emphase. Alors, la production agricole, on peut la développer, mais pas avec une main-d'œuvre pratiquement analphabète. La plupart des paysans qui s'occupent de l'agriculture aujourd'hui sont analphabètes. Or, une population analphabète ne peut pas intégrer des innovations à sa production. Il faut un certain niveau. Ensuite, je pense que si on forme des cadres moyens dans le domaine de l'agriculture, il faudrait que les structures foncières soient revues pour permettre à ces jeunes agriculteurs d'avoir accès à la terre. Il ne faudrait pas que l'agriculture soit vue comme un pis-aller, c'est-à-dire que c'est ceux qui ne sont pas capables de faire des études classiques qui sont déversés, qui vont rester dans les régions rurales ou bien qui vont s'occuper de l'agriculture. Tant que ce sera comme ça, on n'ira pas de l'avant. Donc, il faut considérer l'agriculture comme véritablement la base et autour de cette agriculture, beaucoup d'autres secteurs peuvent être développés, n'est-ce pas? L'industrie, en se basant sur l'agriculture, en valorisant les ressources agricoles qui sont très variées dans notre pays. Bon, les transports, Internet, tout ça là, à partir de l'agriculture. Mais pour le moment, on ne voit rien de tel, n'est-ce pas? Il y a production assez élevée. Il est vrai que nous ne sommes pas un pays de famine, mais pour certaines productions, l'autosuffisance n'est pas assurée. Bon, mais on exporte juste, on se contente de produire et d'exporter. Tant que ce sera comme ça, on n'aura pas une économie développée. Alors, ce qui veut dire que si nous avons un modèle économique, un modèle de développement qui permet d'absorber le grand nombre de main-d'œuvre, qui permet de créer énormément d'emplois, la croissance de la population ne sera plus un problème. C'est la productivité qui permet d'apporter une réponse précise aux problèmes démographiques. Ça veut dire quoi? Il faut retourner au modèle économique. Je prends un exemple très simple. En 1980, quand moi je faisais mes travaux de recherche sur la technologie céréalière au Sénégal, j'avais dénombré plus de 1000 produits que les Américains tiraient du seul maïs. Plus de 1000 produits tirés du maïs. Au cours de la même période, je faisais la même recherche ici et je n'ai dénombré qu'une trentaine de recettes à base de maïs, encore de recettes très traditionnelles. Peu élaborées. Peu élaborées. Imaginez-vous que ce maïs-là, au Bénin, sans atteindre les 1000 produits dérivés, qu'on fasse l'effort de pousser à 100. Le nombre d'unités de production on aurait, le nombre d'emplois que ça engendrait dans les territoires. Et ce n'est pas tout. Vous voyez, pendant très longtemps, moi je demandais à savoir quelles sont les matières premières utilisées au niveau de la brasserie d'Akbakba, la brasserie du Bénin. Voilà. À Sobibra. J'ai tout fait, on ne me donnait pas les chiffres. Et c'est récemment qu'on m'a dit oui, il y a un peu de maïs fabriqué à Boycon, transformé en grits de maïs. C'est des brisures qui fermentent après pour la bière. Je dis, ça, c'est un créneau qu'il va falloir développer. Parce que c'est inadmissible que dans un pays maïsicole comme le Bénin, que pendant très longtemps, on nous fasse venir du maïs depuis Zimbabwe de l'époque. Pour produire la bière. J'étais au Cameroun, j'ai vu les gens fabriquer de la bière à base du manioc, pardon, à base de la banane, à base de riz. On peut faire tout ça au Bénin. Donc, ce qu'il faut promouvoir au Bénin, c'est la diversification des chaînes de transformation de nos produits du cru. Deuxième élément important, et j'insiste là-dessus, c'est l'école primaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment revoir les programmes enseignés au niveau de l'école primaire pour donner déjà à l'enfant du primaire le goût de la chose pratique. De revenir sur l'éducation. Le goût de l'innovation. Et qu'on démolisse le mythe du diplôme. Vous voyez, moi j'ai accumulé 4 diplômes de 3e cycle. Mais l'expertise que j'ai aujourd'hui, j'ai aucun diplôme dans ces expertises.
Et Dieu sait, c'est avec ça que je circule dans un certain nombre de pays africains. Ça veut dire que l'homme peut avoir la maîtrise d'un travail pour lequel il n'a aucune justification académique et même fait partie des meilleurs. Je voudrais que le système éducatif béninois et africain commence par penser intelligence manuelle, pas seulement intelligence discursive, parce que nous avons beaucoup de cadres qui élaborent de très bons discours, mais totalement déconnectés des réalités africaines. Donc, quel que soit ce qu'on dirait sur le dividende démographique, sans une refonte du système éducatif depuis le cours primaire, sans une définition claire de ce qu'on veut produire, de ce qu'on veut transformer, et quel est le schéma de promotion territoriale de l'emploi, on n'irait nulle part. Et dernier point, que nos dirigeants comprennent qu'on ne peut pas développer l'Afrique seulement par une fiscalité de porte. Il faut promouvoir la création de la richesse intérieure et développer aussi une fiscalité patriotique. Alors, professeur Noupo, vous avez mis l'accent tout à l'heure sur l'agriculture. Le professeur Tometi a parlé de tous ces produits qu'on peut tirer du maïs. Oui. Ça veut dire que l'industrialisation doit être également au rendez-vous. Oui, mais arrimer à l'agriculture. C'est à partir de nos productions locales qu'on peut parler d'industrialisation. Et même l'artisanat est demeuré très primaire dans notre pays. Bon, mais donc, des efforts et conséquents doivent être faits pour que le paysan, enfin l'agriculteur, ne se sente pas laissé pour compte. Mais c'est à partir de la valorisation que le producteur agricole va y trouver son compte. Et là, il pourra augmenter sa productivité. Pour le moment, il n'y voit pas de grand intérêt. Il produit, dans le meilleur des cas, pour sa propre subsistance et peut-être il en rajoute un tout petit peu. Mais dans une économie en développement où l'industrie, n'est-ce pas, prend en compte la production agricole, ceci va donner un boom à l'agriculture et à plein d'autres secteurs, parce qu'on ne peut pas envisager le développement d'un seul secteur de façon isolée. C'est un peu ce que je pense. Mais en ce qui concerne, disons, la démographie, moi je pense encore une fois, mordicus, que nous n'avons pas encore excès. Parce que si l'on considère la densité démographique dans notre pays, on est autour de 87-88 aujourd'hui. Si je compare avec le Rwanda, qui est un pays 4 fois moins étendu que le Bénin, mais la densité là-bas est de plus de 400 habitants au kilomètre carré. Pourtant, les Rwandais ne se plaignent pas d'un excès de démographie. Au contraire, les gens considèrent aujourd'hui en Afrique le Rwanda comme un des modèles de développement. Justement, le problème ne se trouve pas au niveau de l'excès de la démographie, mais de la façon dont on utilise cette démographie. Oui, justement. Tout à fait. La qualité de la démographie. Et de la main-d'œuvre, la manière dont on utilise, dont on forme cette population-là. Bon. Et un autre point, c'est peut-être avant, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Très peu de temps. Ah oui. Bon, aujourd'hui, notre balance commerciale, on sait ce que c'est. Elle est déficitaire de façon chronique et de plus en plus déficitaire. On ne le dira jamais assez, professeur. Ensuite, la gouvernance. Oui, un dernier point pour évoluer dans ce débat, oui. Bon, nous savons ce que c'est. En dehors dans presque tous les pays en Afrique. Des beaux discours, oui. En dehors des beaux discours, on ne voit pas grand-chose. C'est quand même dommage parce que l'exemple doit venir des autorités. Bon, on ne peut pas demander au commun des Béninois de constituer un exemple, un modèle, s'ils ne voient pas de modèle plus haut placé. Alors, la transition est toute trouvée en parlant de gouvernance, en évoquant le point gouvernance. Oui. La population africaine, du fait de sa dynamique actuelle, est la plus jeune au monde.
Alors, elle pourrait le rester encore pendant très longtemps, professeur. Alors, mais l'ironie de l'histoire, c'est que c'est justement cette jeunesse qui ne semble pas être au cœur des priorités de nos dirigeants en Afrique. Et cette crise migratoire qui montre l'afflux de jeunes Africains vers l'Europe qui sont bloqués au niveau de la Libye, ce qui crée des problèmes, montre forcément qu'il y a un problème à régler. Alors, on a chaque fois, n'a-t-on pas chaque fois cette impression-là que nos dirigeants en Afrique passent toujours à côté des vraies réalités? Oui, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, nous sommes très pauvres en prospective. C'est-à-dire, nous ne savons pas penser l'avenir. Nous pensons le présent. Même un régime ne sait même pas penser le quinquennat. Un régime, vous voyez tous les régimes qu'on a eus, passer 2 ans, ça flotte. Deuxième élément très important, vous voyez, nous n'avons pas une véritable politique intégrateur en faveur, intégratrice de la jeunesse. Quel type de jeunesse nous voulons pour nos pays? On n'a pas encore tranché ça. Une jeunesse qualifiée, ok, mais comment on produit cette jeunesse? Une jeunesse qualifiée au boulot, comment on crée, on facilite l'environnement de création d'emplois pour absorber cette jeunesse. Mais ce n'est pas fini. Comment donner du pouvoir d'achat à la jeunesse? Comment passer d'une classe pauvre à une classe moyenne? Nous n'avons pas encore clarifié ces notions-là en Afrique. Et c'est ça notre problème. C'est que l'Afrique est prise en otage par quelques petits groupes de personnes qui font du business, et les politiques de développement en Afrique se résument à ces personnes-là. Donc, tant que nous n'aurons pas des populations éclairées, bien éduquées, pour revendiquer leur droit de participer à la gestion de leur pays, tout le discours que nous faisons sur le dividende démographique, nous risquons d'attendre plusieurs centaines d'années pour que ce soit réalisé. Je ne suis pas dans la désespérance, mais ne créons pas les conditions de la bonne réflexion pour prendre en main le devenir de notre continent et de nos pays. Et c'est ça qui est gênant. Donc moi, je souhaite vivement qu'on réhabilite la prospective. La recherche. Et aussi la bonne utilisation des ressources naturelles de nos pays et la bonne utilisation de la qualité des ressources humaines dont dispose le continent africain. Professeur Noukoro, cette jeunesse qui ne semble pas être au cœur des priorités des politiques de développement. Oui, aujourd'hui c'est l'évidence. Et tant qu'on ne va pas le mettre, le dividende démographique, on ne va pas l'atteindre, on ne va pas le réussir. Non, ça c'est sûr, on a suffisamment montré, je crois. Bon, si la jeunesse aujourd'hui est obligée de s'expatrier, d'aller chercher un mieux-être ailleurs, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a insatisfaction. C'est clair. Il y a malaise. Alors, mais si on ne fait rien pour bouleverser les structures existantes, et on a eu tellement d'opportunités dans ce pays pour changer de cap, mais très tôt, il y a quelques malins politiciens ou des gens très habiles pour confisquer ces rentes, disons, politiques-là, et à leur seul profit. Bon, et je crois qu'il y a eu quand même, à ma connaissance, au moins une étude de prospective qu'on avait appelée les études nationales de perspective à long terme, financées à l'AFIA. Bon, financées par le PNUD et avec la contribution des experts nationaux, des professeurs, enfin. Mais qu'est-ce que c'est devenu, professeur Noukoro? Oui, si j'évoque la question, c'est tout simplement pour dire que oui, très rapidement, les dirigeants ne se sont pas appropriés cet outil-là pour la prospective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une étude et de la ranger dans les tiroirs, dans les placards. Bon. Mais comment on met en œuvre? Oui, justement. Chaque nouveau régime qui arrive définit son programme sans tenir même compte de cette étude très costaude qui a été réalisée pour le développement de la nation. Normalement, ça devrait être
une espèce de boussole, même si on doit introduire quelques modifications en cours de mise en œuvre, mais on ne devrait pas qualitativement trop s'éloigner de ce document. Mais vous interrogez les gens aujourd'hui, il y a très peu de gens qui en ont souvenance, en connaissance. Et nous sommes à la fin de cette émission. Je vous ai vu gribouiller quelques notes, professeur. 15 secondes. 15 secondes. Mon grand souhait, je voudrais qu'il y ait une approche de communalisation du dividende démographique dans la plupart des pays. Parce que l'approche macroéconomique, c'est bien, mais l'approche micro-locale du dividende démographique, c'est encore mieux parce que tout se joue désormais dans les territoires. Deuxième préoccupation, c'est la refonte du système éducatif national pour l'accès davantage sur l'entrepreneuriat, l'emploi et l'épanouissement de l'homme. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Professeur Nokpo Agossou, géographe spécialiste en aménagement régional et développement économique. Il faut qu'on sorte du prêt-à-porter dans tous les professeur secteurs. Simon Narcisse Tometi, géographe institutionnaliste, territorialiste du développement. Merci à vous d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA. Mais le temps est un peu court, hein.